Avez-vous déjà entendu parler du GIEC? Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a été créé en 1988 par l'ONU. Le GIEC fait régulièrement le point sur l'état des connaissances humaines concernant le changement climatique en analysant des dizaines de milliers de travaux de recherche indépendants. La synthèse de cette analyse est un rapport disponible librement et remis au gouvernement du monde entier. Dans ses deux derniers rapports, en 2014 et 2018, le GIEC sonne l'alarme et nous donne des clés pour tenter de ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement d'ici la fin du siècle. Mais il faut vraiment s'y mettre et au plus vite. Où en est-on aujourd'hui? Depuis la révolution industrielle, l'utilisation du charbon, du pétrole et du gaz a considérablement augmenté et atteint aujourd'hui 90% de notre production d'énergie. Ces sources d'énergie émettent énormément de dioxyde de carbone qui s'accumule dans l'atmosphère et participent avec d'autres gaz comme le méthane à l'intensification de l'effet de serre. À cause de cet effet de serre additionnel, la température moyenne sur Terre a déjà augmenté de 1 degré par rapport au début du XXe siècle. L'enjeu est donc de freiner ce réchauffement pour qu'à la fin du siècle, la Terre ne se soit réchauffée que de 1,5 degré par rapport au début du siècle dernier. Chaque demi-degré compte. Un demi-degré de plus ou de moins à la météo, ça ne change pas grand-chose. Mais nous parlons ici du climat, c'est-à-dire d'une moyenne couvrant l'ensemble de la planète sur une très longue période. Pour vous donner une idée, lors de la dernière ère glaciaire il y a 20 000 ans, la température moyenne de la Terre n'était inférieure que de 5 degrés par rapport à aujourd'hui. Alors si les conséquences d'une augmentation de 1,5 degré sont préoccupantes, imaginez à quel point celles prévues à 2 degrés peuvent être graves. Le réchauffement entraîne la fonte des glaciers, des calottes polaires et la dilatation thermique des océans, qui ont déjà élevé le niveau des mers de 20 cm. Entre 1,5 et 2 degrés, c'est 10 cm de plus aux prévisions de montée des eaux d'ici 2100, soit jusqu'à 10 millions de personnes supplémentaires exposées. Le dioxyde de carbone entraîne aussi l'acidification des océans. Ce demi-degré provoquera la disparition presque complète des récifs coralliens et de nombreux écosystèmes marins et côtiers, doublant les pertes annuelles mondiales pour les pêches marines. De manière générale, c'est une disparition accélérée de l'ensemble de la biodiversité, et elle a déjà commencé. Un demi-degré de différence, c'est aussi une intensification des extrêmes climatiques, multipliant vagues de chaleur et de froid, pluies torrentielles et périodes de sécheresse. Outre l'impact sur les habitations humaines, les rendements agricoles seront réduits, et tout cela continuera d'avoir des conséquences économiques et sociales très directes pour l'humanité. Augmentation des famines, des pénuries d'eau, des canicules et des maladies qui engendreront davantage d'exodes et de conflits armés. Car le changement climatique creuse inexorablement les inégalités, que ce soit entre les pays ou au sein de ces pays, même les plus développés. Alors qu'est-ce qu'on attend? Il faut comprendre que les gaz à effet de serre, et en particulier le dioxyde de carbone, restent longtemps dans l'atmosphère. Même si l'humanité cessait complètement d'en émettre aujourd'hui, le réchauffement climatique et ses conséquences se feront ressentir encore pendant des siècles. C'est pourquoi chaque année compte, et nous devons avancer beaucoup plus vite. D'après le GIEC, même si tous les pays du monde tenaient leurs engagements actuels, une augmentation globale de 1,5 degré sera atteinte entre 2030 et 2050 et nous aurons largement dépassé les 3 degrés en 2100. Alors comment limiter l'augmentation de la température? Le message du GIEC est clair. Si nous voulons limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré, il nous faut changer en profondeur le fonctionnement de nos sociétés. When land is degraded, it reduces the soil's ability to take up carbon, and this exacerbates climate change. In turn, climate change exacerbates land degradation in many different ways.
On est en train de perdre la bataille. Le dernier rapport du GIEC, c'est on a jusqu'à 2030 pour faire une bascule radicale. Si on ne change pas rapidement les choses très vite, plus rien n'aura d'importance. Le climat en 2049, si on continue sur la trajectoire actuelle, c'est carrément le film d'horreur. C'est-à-dire qu'on est déjà à plus 1,1, 1,2 degrés, sachant que les accords de Paris demanderaient qu'on reste à 1,5 degrés à la fin du siècle. Il y a de fortes probabilités que les 1,5 degrés, on les dépasse déjà aux alentours de 2030-2035. On a un certain nombre d'études scientifiques qui nous disent si on dépasse 1,5, on va dépasser 2, et si on dépasse 2, on va déclencher des phénomènes qui seront potentiellement irréversibles. C'est la fameuse étude qui est parue en juillet 2018 sur la planète Étuve. Donc la température potentiellement continue à monter, 3, 4, 5 degrés. La trajectoire actuelle, ce que nous dit le dernier rapport du GIEC, c'est plus 5 degrés en 2050. À plus 5 degrés, le directeur de l'Institut climatique de Potsdam a fait une espèce de modélisation qui dit qu'on pourrait seulement être 1 milliard sur cette planète. Pas 6, pas 7, pas 8, seulement 1 milliard. Pourquoi? Parce que, d'une part, un certain nombre de pays vont devenir inhabitables, notamment tout autour de l'équateur. Parce qu'on va perdre des rendements agricoles. Les scientifiques nous disent aujourd'hui que pour chaque degré d'augmentation de la température, on va perdre 10% de rendement agricole. Donc plus 5 degrés, ça fait moins 50% de rendement. Ça va commencer à devenir compliqué. Parce qu'un certain nombre de ressources naturelles vont être de plus en plus rares, notamment l'eau, que ça risque de déclencher des conflits entre des pays, que des centaines de millions, voire des milliards de personnes vont migrer, que ça aussi, ça va déclencher des conflits entre des pays. On voit aujourd'hui les dizaines de milliers de réfugiés qui déjà déstabilisent la politique d'un certain nombre de nos pays en Europe. Donc je pense qu'on n'a pas envie d'aller à ça. Donc dès aujourd'hui, on a besoin de se mobiliser comme jamais aucune communauté humaine ne s'est mobilisée avant nous. Ce qui est très compliqué, c'est que ça demande que tout le monde le fasse. Évidemment, on ne peut pas attendre que tout le monde s'y mette, que les Chinois, que les Canadiens, que les Américains s'y mettent pour le faire. On a besoin de lancer le mouvement. Alors c'est sur cette base d'un constat de la difficulté des écosystèmes, de la dégradation de la Terre. Il y a bien entendu le dérèglement climatique au premier rang, mais il y a aussi la perte de biodiversité, enfin tout ce qui fait du mal à Gaïa, comme on pense Gaïa en tant que Terre globale, en tant que système Terre, eh bien tout ça ne peut plus durer très longtemps. En fait, quand on regarde d'un point de vue matérialiste, ce qu'on peut appeler la raréfaction des matières premières et les déplétions de l'énergie c'est essentiellement des énergies fossiles, pour 85% du monde, eh bien ceci ne peut plus durer pendant très longtemps. Donc c'est une question d'années ou de décennies. Bon, le prix du pétrole, l'idéal pour tout le monde, pour les producteurs, pour les consommateurs, c'est 50-60 $. On dit toujours ça. Il n'y a pas d'idéal là. On est trop, encore une fois, c'est les écrans qui le pilotent. Je pense que le prix du pétrole, il est volatile. C'est une matière première. Pour une raison simple. Quand le prix, quel que soit le prix, dit stable, le système va s'adapter parce qu'on veut tous investir. Ce qu'on veut tous dans une entreprise, dans ce monde-là, c'est créer de nouveaux projets. Pourquoi on doit investir d'ailleurs? Parce que la demande de pétrole augmente. Il y a dans cette planète, sur cette planète, des tas de jeux. Vous avez 7 milliards d'habitants, vous avez 1,5 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie, qui ont besoin d'avoir accès à l'énergie. Donc la demande est croissante. Pour que cette demande soit croissante, il faut qu'on investisse. Donc, quel que soit le prix soi-disant stable, les entreprises vont s'organiser, vont toutes vouloir investir, et quand on investit trop, à ce moment-là, on va avoir un prix qui va baisser, et puis quand le prix est trop bas, on n'investit pas assez, et le prix va remonter. C'est pour ça aussi que j'ai du mal à vous dire qu'elle va être prise demain matin, mais je suis convaincu qu'à horizon 2020, comme ça fait 3 années de suite où les investissements dans des nouveaux projets sont extrêmement faibles, on va manquer. C'est ce que dit l'agence de pétrole, de l'énergie. Ils disent horizon 2020 avec le sous-investissement, c'est ce que vous dites. Hein. On va vers une pénurie, on va vers un choc pétrolier. Mais je partage tout à fait cet avis. Et donc, il y a 4 ou 5 choses fondamentales, je n'ai pas le temps de développer, mais à dire sur les énergies fossiles et le pétrole. La première chose, c'est que c'est une énergie incroyablement dense, concentrée et riche. Donc un ordre de grandeur, dans un plein d'essence, on va dire 40-50 litres, en joules, vous brûlez cette essence, ça équivaut à 4 ans de travail humain.
une personne moyenne qui travaille un travail moyen pendant 4 ans, il va produire autant de joules qu'un plein d'essence. Un baril de pétrole, c'est 12 années et demie de travail humain. Ça veut dire que on a tous, nous, Européens moyens, qui consommons beaucoup de pétrole indirectement pour nous nourrir, nous chauffer, nous déplacer, nous instruire, etc. On a besoin de beaucoup de pétrole. On a tous l'équivalent de 500 esclaves énergétiques. 500 personnes, imaginaire des esclaves énergétiques, c'est le pétrole qui fournit cette énergie, 500 esclaves chacun. Ça, c'est la première chose. C'est une énergie dense, incroyablement précieuse, et on la brûle très vite. Deuxième chose, c'est qu'on fait beaucoup de choses avec du pétrole. Toute la civilisation thermo-industrielle est basée là-dessus. On peut faire du plastique, des textiles, des médicaments, etc. Troisième chose, toute notre société en dépend. Et c'est très corrélé, les prix du pétrole sont très corrélés par exemple aux prix alimentaires. Ici vous avez 2001-2011, l'indice des prix du pétrole en rouge et les prix alimentaires en bleu. Et ce pic-là, c'est la crise des subprimes. Vous vous souvenez, à l'époque, il y a eu des émeutes de la faim dans 135 pays. En 35 pays, pardon. Donc ces petits pics-là, c'est vraiment des événements géopolitiques majeurs. Donc toute notre société, notre alimentation, nous mangeons du pétrole en fait, c'est ça. Et l'autre chose à dire, quatrième chose, vous voyez ici, c'est la courbe de découverte du pétrole tout au long du siècle. 1930-2030, là il y a un siècle de découverte de gisements. Et puis en vert, c'est l'extraction, c'est la quantité de production. Au début, on découvre plein de choses, et puis peu à peu, on l'extrait, etc. Et entre le pic de découverte et le pic d'extraction, il y a toujours 40 ans. Voilà, c'est une sorte de principe géologique. Donc en fait, on est tout en haut du pic. En rouge, c'est la demande qui continue. Donc là, il y a un effet de cisaillement, un décrochage entre l'offre et la demande. Et en fait, on est en haut d'un pic de production et d'extraction. C'est-à-dire que la production va commencer à décliner. Alors vous allez me dire, ouais, on est en haut d'un pic. Ça veut dire qu'il y a encore la moitié de la courbe en cloche. Effectivement, il y a encore beaucoup de pétrole, de réserves prouvées. Même pas dans les futures découvertes. Dans les réserves prouvées, on a de quoi exploser le climat de 5 fois la limite des 2 degrés du GIEC. Vous savez, si on extrait tout et on brûle tout, c'est la hothouse Earth, comme disent, la planète étuve. C'est foutu au niveau climatique. Donc on a encore beaucoup de pétrole. La question du pic pétrolier, c'est qu'on n'arrivera pas à l'extraire. Pour des raisons thermodynamiques, parce que ça coûte de l'énergie d'aller extraire toujours plus loin, plus profond, avec plus d'ingénieurs, plus de techniques, etc. Et pour des raisons aussi... alors ça s'appelle EROI, Energy Return on Energy Invested, le retour sur investissement en fait, le taux de retour énergétique. Au début, c'était très facile de faire sortir du pétrole, l'extraire, on appelait des ingénieurs, hop, des machines. Pour un baril dépensé d'extraction pour l'industrie, il y en avait 100 qui sortaient aux États-Unis. Donc 99 barils de surplus pour développer la civilisation. C'est très facile. 90 ans après, le rapport est de 1 sur 35. Il faut creuser un baril dépensé, on n'en retire que 35. Et en fait, ce taux de retour énergétique diminue de manière plus que proportionnelle. Aujourd'hui, aux États-Unis, on est à 1 sur 12. Ça devient dangereux en dessous de 1 sur 20 pour une société. Au niveau mondial, on est à peu près à 1 sur 20. Bon, après, les chiffres sont... voilà, c'est une fourchette, quoi. Donc ça devient difficile, énergétiquement, d'aller extraire cette énergie. Et le problème, c'est qu'il y a un problème thermodynamique et il y a un problème financier. C'est-à-dire que notre société, elle a besoin de finances, d'investissement, d'un système d'aide, etc., pour maintenir cette puissance d'extraction. Et inversement, elle a besoin de cette puissance du pétrole pour faire marcher toute la croissance, ce système d'aide. Dès qu'il n'y a plus de croissance, tout le système financier s'écroule comme un château de cartes. Et la croissance est directement proportionnelle à l'essence qu'on met dans le système, donc au pétrole. En fait, cette courroie de distribution énergie-finance, c'est la courroie de distribution de notre civilisation thermo-industrielle. Et les deux piliers là sont très fragiles et sont interconnectés. S'il y en a un qui s'effondre, l'autre s'effondre. Et 5 ou 6e chose, et puis sur le pétrole et les autres minerais, sur les limites de notre monde, c'est qu'il n'y a pas que le pétrole, il y a aussi plein de minerais
de terres rares, etc., le lithium, l'argent, le palladium, le zinc, dont on a besoin pour faire tous ces objets de notre civilisation. Et au rythme actuel d'extraction, il ne reste que quelques années de tous ces minerais, qui font vivre toute notre civilisation aussi. Donc il n'y a pas que le problème de l'énergie, il y a le problème des terres rares, des minerais et des matériaux. Donc on a un constat, d'un côté, tous nos systèmes alimentaires, ce qu'on mange nous ici en Europe, dans les pays industrialisés, dépend du pétrole, et c'est bientôt, il n'y en aura plus ou plus facilement accès. J'ai mis des années avant de résoudre cette équation, qui est toute bête en fait, mais on ne veut pas le voir. En tout cas, je ne l'ai jamais vu en cours, explicité comme ça. C'est juste la fin de nos systèmes alimentaires industriels. Pour bientôt, dans les années à venir, nous allons le vivre. Ce n'est pas nos générations futures, c'est nous. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire en réalité? De laisser la plupart du pétrole et du charbon là où ils sont. Ce qui veut dire réduire considérablement notre consommation d'énergie. Ce qui veut dire aussi transformer la façon dont on produit l'énergie. Ce qui veut dire aussi transformer notre modèle agricole. C'est-à-dire arrêter d'avoir un modèle agricole qui non seulement coupe les forêts pour faire pousser de vastes monocultures, notamment pour nourrir le bétail, un modèle agricole qui est complètement dépendant du pétrole pour fabriquer les engrais, les pesticides, pour faire voyager la nourriture, pour faire marcher les tracteurs. Ce modèle-là n'est pas adapté. Aujourd'hui, c'est même un rapport de l'ONU qui le dit. Donc on a besoin d'entraîner nos responsables politiques dans d'autres directions, ou de faire émerger de nouveaux responsables politiques. On a besoin d'entrepreneurs qui inventent de nouveaux modèles, qui soient circulaires, qui vont plutôt chercher les déchets d'hier pour fabriquer les objets de demain, plutôt que de continuer à détruire des ressources. On a besoin d'agriculteurs qui font de la permaculture, qui font de l'agroécologie. Et on a besoin que chacun d'entre nous, tous les jours, non seulement s'y mette dans sa vie, mais surtout pousse pour que ce nouveau modèle émerge. Et participe à transformer la mentalité, l'histoire collective qu'on est en train de se raconter. Quand on veut essayer de comprendre l'état de notre monde et où il va, il y a deux notions à côté desquelles on ne peut pas passer. La première notion, c'est la notion d'empreinte écologique et la seconde, celle de biocapacité. Ce sont deux notions qui sont liées, je vais les expliquer brièvement. L'empreinte écologique, c'est l'impact que l'on a sur notre environnement. En l'occurrence, on raisonne à l'échelle planétaire, donc l'impact que l'humanité a sur la planète Terre. Et cet impact, il est essentiellement de trois natures: les ressources que l'on utilise et qu'on prélève, les déchets et les pollutions qu'on rejette, et les dégradations qu'on inflige. Voilà comment on caractérise à peu près l'impact qu'on a sur notre planète. À côté de ça, il y a la biocapacité, ou la capacité bioproductive également, on peut appeler ça comme ça, de la Terre. Et c'est quoi? C'est sa capacité à régénérer les ressources qu'on prélève, sa capacité à absorber les déchets et les pollutions qu'on y rejette, et à réparer les dégâts qu'on inflige à la planète. On ne peut pas avoir une empreinte écologique qui dépasse durablement la biocapacité. C'est comme si je te disais, tu ne peux pas dépenser, durablement en tout cas, plus que ce que tu gagnes. Et donc voilà, lorsqu'on regarde aujourd'hui comment évolue le système Terre, en fait le système constitué de l'humanité posée sur la planète Terre, et quand on jauge l'empreinte écologique de cette humanité sur la Terre, on voit qu'elle a une drôle de tête, qui ressemble drôlement à une exponentielle. Une exponentielle, c'est quoi? Une exponentielle, c'est une courbe qui a à peu près cette forme-là. Pour expliquer la fonction exponentielle, on a des pas de temps réguliers ici, et en ordonnée, à chaque point correspond une valeur, et cette valeur double pour chaque pas de temps. Voilà ce que c'est qu'une exponentielle. Aujourd'hui, donc, si l'on regarde les différentes dimensions de l'empreinte écologique, que ce soit les dégradations qu'on cause, que ce soit la quantité de ressources qu'on utilise, ou que ce soit les pollutions que l'on rejette, on voit qu'il y a des exponentielles absolument partout dans ces dynamiques-là. La question est, quand on a tous ces phénomènes, tous ces paramètres qui évoluent comme une exponentielle, sur un monde qui est fini, qu'est-ce qui se passe? Et donc, il y a plusieurs façons d'imaginer comment les courbes de l'empreinte écologique et de la biocapacité vont évoluer au fil du temps. Donc ça s'appuie sur de la dynamique des systèmes, qui est de cette discipline dans laquelle on étudie comment les systèmes complexes évoluent au fil du temps en fonction de leurs éléments, de règles d'interaction entre les éléments et d'éléments extérieurs, de pressions et de forces extérieures. Premier type d'imaginaire, c'est ce que j'appelle l'imaginaire illimitiste. C'est-à-dire que l'on a notre empreinte écologique qui est une exponentielle, une biocapacité quelque part qui va à un moment en coincer.
Il va faire que les courbes vont se rencontrer. Ou pas. Typiquement, c'est précisément ce que pensent les illimitistes. Soit que cette biocapacité, cette courbe-là en violet est tellement loin qu'on n'a pas à s'en préoccuper, soit pour certains qui pensent qu'effectivement, la courbe des limites, eh ben, elle n'est pas très loin, mais on va pouvoir la repousser. On l'a déjà fait, pourquoi n'y arriverait-on pas? Et donc, on peut continuer. Rien n'empêche effectivement de faire croître l'empreinte écologique en blanc de façon illimitée quand la biocapacité elle-même croît et reste au-dessus ad vitam aeternam. Sauf que le monde, il n'est pas comme ça. Les illimitistes pensent que c'est une exponentielle, et ça avait vraiment une tête d'exponentielle jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Dans la réalité, il y a des limites. Et donc, dans la réalité, la courbe, elle a plutôt cette tête-là. Donc, l'empreinte écologique que l'humanité a sur la Terre augmente moins vite qu'avant. Les gens qui ont compris ça sont dans un autre type d'imaginaire de l'avenir. Ils comprennent que, effectivement, il y a des limites et qu'on ne peut pas pouvoir continuer comme ça. Et ils pensent la chose suivante. Ils pensent, ok, bon, imaginons que la limite, elle est là. Eh bien, on va pouvoir rendre tout ça soutenable. On va pouvoir rendre la présence de l'humanité, de cette civilisation sur la Terre, soutenable. Donc ici, on met une limite, c'est la biocapacité de la planète. Et là, on a notre empreinte écologique. Elle continue d'augmenter, mais elle augmente moins vite. Dans le deuxième type d'imaginaire, ce que j'appelle donc les soutenabilistes, il y a des gens qui imaginent que, ok, il y a une limite, mais on va pouvoir rester en deçà de cette limite. Et donc on va pouvoir faire en sorte justement, par un ensemble de mesures que l'on va prendre, des mesures politiques, normatives, législatives, et puis l'innovation partout évidemment, l'innovation va permettre de soulager un petit peu les choses. Donc on va pouvoir continuer à avoir une civilisation qui fonctionne normalement, mais l'empreinte écologique de cette civilisation, elle, on va la dompter et on va réussir à rester sous cette courbe. Hélas, eux aussi sont un petit peu en retard sur l'évolution du système dans le monde réel, c'est-à-dire l'évolution de l'empreinte écologique et de la biocapacité. Parce qu'en réalité, la courbe, elle n'a pas cette tête-là. La courbe, elle a cette tête-là, elle ne continue pas à monter, elle est en train de stagner à beaucoup d'égards, et surtout, la biocapacité, elle n'est pas là. La biocapacité, elle est là. C'est-à-dire que ce que ces gens-là n'ont pas compris, c'est que ça fait longtemps qu'on a dépassé la limite. La courbe de l'empreinte écologique a dépassé la courbe de la biocapacité au début des années 70. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où la courbe d'empreinte écologique dépasse la biocapacité? La première chose qui se passe, c'est que la biocapacité commence à décliner. Elle décroît parce qu'on attaque sérieusement la planète Terre. On attaque les écosystèmes et les services écosystémiques qui sont avec. On attaque des ressources. C'est ça exactement qu'on est en train d'observer aujourd'hui, c'est-à-dire que si l'on regarde l'empreinte écologique globale de l'humanité, elle continue à augmenter, mais moins vite qu'avant. Et si on regarde la biocapacité, elle continue en fait très légèrement à augmenter, mais à beaucoup d'égards, ça décroît. C'est-à-dire qu'au niveau des écosystèmes, à force de prélever au-delà de rythmes raisonnables, forcément, à un moment, la biocapacité se dégrade. Donc voilà en réalité là où on en est aujourd'hui dans ce monde. Il y a un troisième type d'imaginaire donc, de gens qui prennent ça en compte et qui disent « Ah ben, faut décroître ». Ils ont raison dans le sens où de toute façon on va décroître. Donc la courbe blanche va repasser sous la courbe violette. Et donc ce qu'ils disent c'est « On va faire ça ». On va décroître, on va passer sous la courbe, et puis on va se stabiliser autour d'une position d'équilibre qui fait qu'on va stabiliser le système. On est encore dans des imaginaires un petit peu illimitistes quelque part, ou soutenabilistes. C'est une prolongation de gens qui disent on va pouvoir faire redescendre l'empreinte écologique de l'humanité tout en continuant à assurer une croissance économique de nos sociétés. Et donc ils pensent quelque part, eux, que certes l'empreinte écologique va faire ça, mais qu'au niveau de la croissance économique, c'est-à-dire la quantité de choses qu'on peut produire, et de ce qu'on peut faire, et de ce qu'on peut acheter, ça va continuer à monter. Et qu'il va y avoir donc ce qu'on appelle un découplage entre l'économie et l'écologie, quelque part. Voilà. Des gens misent tout l'avenir là-dessus. C'est vraiment, aujourd'hui j'ai envie de dire, c'est certainement l'imaginaire dominant, celui-là. Tous ces gens-là pensent qu'on va pouvoir continuer, grâce à l'innovation, à croître économiquement
et à ce que nos modes de vie, quelque part, et nos possibilités d'action dans ce monde vont continuer à augmenter, avec quelques aménagements, mais qu'on va soulager l'environnement. C'est faux. Ce découplage ne s'est jamais produit, et je vais même vous dire pire, on part dans la mauvaise direction. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a presque un recouplage. On utilise de plus en plus de choses pour assurer notre économie. Et donc, les gens qui disent « on va, c'est une évidence, grâce à notre innovation, on va réussir à découpler », c'est du rêve, c'est une religion. C'est un concept qui ne s'appuie sur aucune donnée validée par l'expérience. Et donc, il y a un quatrième imaginaire. Dans ce quatrième imaginaire, on ne fait pas ce qu'il faut. Soit on se désintéresse totalement de la question écologique et de la question des limites de la biocapacité terrestre. Et tout l'enjeu, toutes les politiques se basent sur croissance économique, croissance économique, croissance économique. Et ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'effectivement, rapidement, on dégrade la biocapacité de la planète. La soutenabilité du monde dans lequel on vit est un sujet important, parce que si ce n'est pas soutenable, ça veut dire que ça s'effondre, ça se casse la gueule. La soutenabilité n'est pas une question d'écologiste. Une question d'écologie, mais pas d'écologiste. Ça concerne tout le monde. À partir du moment où on alimente l'obsession de faire croître l'économie sans se soucier de la biocapacité, celle-ci se dérègle et donc décroît rapidement. On est exactement ici à ce tipping point, là, à ce seuil de bascule. En ce moment, 2019-2020, ça y est, ça a commencé, ça s'accélère. Là encore, ça va prendre une forme d'exponentielle, mais dans la mauvaise direction. Que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, il faut, pour que ce soit soutenable, c'est la manière dont va évoluer le système. Ça n'a rien à voir avec notre volonté. Le système complexe humanité-Terre va évoluer comme ça. C'est de la dynamique des systèmes. La courbe blanche va repasser sous la courbe violette, c'est sûr, je l'ai déjà dit. Mais en l'occurrence, elle va repasser sous une courbe violette qui elle-même commence à descendre. Et donc on va descendre très vite en fait. Beaucoup plus vite que ce que l'on avait prévu, et beaucoup plus vite que ce qu'il aurait fallu pour qu'on puisse soutenabiliser tout ça, rendre tout ça soutenable autour d'une position d'équilibre. La courbe, en fait, elle va avoir à peu près cette tête-là. Et ça, c'est pas du tout le même avenir que ça. C'est le quatrième imaginaire d'avenir. Et c'est, j'ai envie de vous dire, le seul imaginaire qui tienne la route. Il aurait fallu qu'au niveau global, nous nous mettions d'accord sur des politiques de décroissance économique et écologique, sur notre usage des matériaux, etc., et notre exploitation de la nature, des politiques concertées, coordonnées, au niveau global. Et il aurait fallu qu'on fasse ça dans les années 70 au plus tard. On l'a fait? On ne l'a pas fait. On va le faire? Je ne pense pas. En tout cas, on n'en prend pas la bonne direction. Et ce qu'on fait, c'est plutôt que de se dire « Ah ben finalement, on ne peut plus le faire », eh ben, il y a des dénis qui viennent, des biais cognitifs qui se mettent en place, qui font que plutôt que de vouloir accepter l'idée que il va falloir décroître, on n'a plus le choix, on préfère entretenir des mythes comme quoi on va pouvoir découpler, mais ça se base sur rien. Le quatrième imaginaire, c'est donc les seuls gens qui sont à peu près clairs sur l'état du monde, en termes d'empreinte écologique et de biocapacité, d'une part, et sur les dynamiques qui sont en cours, c'est sur l'espace des possibles. Aujourd'hui, si on prend tout ça en compte, ça va faire ça. La dynamique des systèmes nous enseigne que le système va évoluer de cette manière-là. C'est la quatrième, donc, catégorie d'imaginaire de l'avenir, ce que j'appelle les imaginaires effondristes. Et tout va se jouer là-dessus. Tout va se jouer sur la partie de la courbe qui est entre ici, vous êtes ici, hop, et puis la suite, ce qui en découle. Tout va se jouer là-dessus. Tout va se jouer sur, d'une part, à court terme, est-ce qu'on s'y prépare? Est-ce qu'on fait des choses qui vont bien pour justement essayer de décroître le plus vite possible, mais d'une manière où on peut faire des choix? On choisit encore ce que l'on veut conserver, et puis on essaie de faire des aménagements qui vont bien, mais vite. Et peut-être qu'on va pouvoir réussir à faire que la courbe, la pente ne sera pas trop raide, et elle sera gérable, et du coup, on ne va pas trop détruire trop vite la biocapacité, et peut-être même qu'on créera les conditions pour que celle-ci puisse remonter. Pour ça, il faudrait arrêter d'exploiter la nature, et il faudrait plutôt la régénérer. Ou est-ce qu'on ne s'y prépare pas, et on n'entreprend rien, parce qu'on se considère invincible, et puis on croit que de toute façon, il n'y a pas vraiment de problème, et puis s'il y a des problèmes, on saura les résoudre. Auquel cas, la courbe sera beaucoup plus pentue. La différence entre la courbe du haut, qui est une courbe hypothétique, et la courbe du bas,
qui est également hypothétique. Entre guillemets, les deux hypothèses du futur, elles sont là. La différence entre les deux, c'est que dans le premier cas, la courbe du haut, on a une descente énergétique et matérielle, certes, et donc c'est une décroissance qui est quantitative, mais on peut encore là-dedans avoir une stabilisation et certainement même une marge d'amélioration qualitative de nos modes de vie. C'est envisageable. Dans la deuxième courbe, on ne s'y sera pas préparé, ce sera le chaos. Il va y avoir des dévissages nets, et le fait que la pente soit trop pentue fait que ce n'est pas gérable. Donc ça devient des pénuries, de la panique, du chaos, de la violence, des violences. Même si tout le monde n'est pas violent, il y en aura. Voilà la grosse différence entre ces deux courbes. Tout se joue donc là. Petite parenthèse, l'ensemble des politiques que l'on a pour s'attaquer au dérèglement climatique sont dans cet imaginaire-là. Mise tout sur le découplage. C'est le cas dans tout ce qui est durable, croissance verte, ceci, cela, soutenable, green, tout ce que vous voulez. C'est le cas à chaque fois, c'est le cas dans la définition même du développement durable dès le rapport Brundtland en 87, croissance économique. Croissance économique pour financer des investissements dans des technologies qui vont nous permettre ce découplage. Bon, donc je n'y reviens pas, mais ce découplage n'a jamais eu lieu, et rien ne permet de dire qu'il aura un jour lieu, même puisque, comme je l'ai expliqué, il y a plutôt un recouplage aujourd'hui, on est dans les mauvaises dynamiques, il est fort peu probable que ce soit possible, et miser l'avenir entier de toutes nos sociétés là-dessus est un petit peu risqué. Tout va se jouer là, tout va se jouer sur nos imaginaires, sur comment on prépare les gens, comment on les prépare culturellement, pour qu'ils se projettent dans ces imaginaires-là, plutôt sous un mode transition towns, les villes et territoires en transition, à la mode Rob Hopkins, où on va effectivement créer des systèmes humains et écologiques localement qui seront des systèmes résilients, qui vont pouvoir redonner de la joie de vivre, du sens aux gens en recréant des écosystèmes, une fois de plus, humains et naturels qui font sens et qui sont durables. Il vaut mieux aller vers des imaginaires positifs, sans forcément être candide, attention, il y aura de la violence, il faut s'y préparer, mais il ne faut pas être obnubilé non plus par ça et ne penser plus qu'à ça, parce que les imaginaires qui sont les plus bellicistes, ou les plus basés sur une prolongation dans des rapports de force, qui ne voient le monde qu'à travers des rapports de force, ces visions-là vont créer au mieux des systèmes qui vont créer les conditions du conflit localement, et qui ne seront pas résilients. Il faut s'entraider, créer des systèmes résilients, au niveau territorial, à la juste échelle, s'entraider, faire ça ensemble. Donc voilà, il y a différents imaginaires, tout se joue là, les récits sont importants, comment on prépare les gens culturellement, c'est important. Et c'est dans cette quatrième univers, parmi les quatre que j'ai présentés, des imaginaires de l'avenir, que tout va se jouer. Les trois autres sont soit fous, soit obsolètes. C'est ici que ça se passe. On passe à l'action ? Le GIEC affirme l'urgence avec laquelle il faut aborder le changement climatique. Pour en limiter l'ampleur et se préparer à ses conséquences, il nous faut mettre en place des transitions profondes dans notre société. Ces transitions auront à surmonter des obstacles technologiques, économiques et financiers et devront à tout prix s'accompagner de progrès en matière de justice sociale. Les engagements actuels des décideurs sont largement insuffisants au regard de ce défi. C'est aujourd'hui à nous, en tant que citoyens, de nous saisir de ces enjeux. Dans nos vies quotidiennes, dans nos mobilisations, dans nos actions politiques. Chaque demi-degré compte, chaque année compte, chaque choix compte. À l'heure actuelle, nous avons tellement détérioré notre planète qu'il n'est plus envisageable d'empêcher les bouleversements que nos sociétés vont connaître. Les États ne parviendront pas à changer la société et à la rendre sobre. Les organismes intergouvernementaux n'ont pas plus de solutions, et les pouvoirs publics en général ne semblent pas manifester de réaction ni de mesures appropriées. C'est donc, à l'échelle territoriale, qu'il faut que les communautés humaines travaillent les solutions d'adaptation au monde de demain. Car nous devrons nous adapter pour éviter de sombrer dans le chaos. Et tout ceci ne s'improvise pas. C'est dès aujourd'hui que nous devons devenir les acteurs de ce changement. Nous devons, là où nous vivons, rendre nos territoires résilients.
Qu'est-ce que la résilience ? La résilience est la capacité d'un système à surmonter l'altération de son environnement, c'est-à-dire à s'adapter aux changements que nous allons vivre. Il faut, dès aujourd'hui, réfléchir à ce concept et le faire vivre, de manière collective. Aucune résilience ne peut être efficace à échelle individuelle. Il faut se poser les bonnes questions et impérativement sortir de nos schémas individualistes. Il nous faut reconstruire le vivre ensemble, de façon la plus équitable possible, la plus juste, la plus durable et la plus propre pour notre environnement. A resilient city is more than just one that understands its exposure to weather events. Operationally, that implies that a city is aware of its risk, has mitigated the risk to the extent that is financially feasible and politically feasible, and has an emergency plan in place to react after something bad has happened. For the city, we actually believe a more resilient city will be more attractive to its citizens, will be more attractive to corporations and even investors. Et notre manière de vivre, tous autant que nous sommes, est pour le moment à l'exact opposé. C'est la totalité de la société qui doit être mobilisée dans ce changement. Que vous soyez élu ou décideur, ou que vous soyez simple citoyenne ou simple citoyen, toutes vos actions comptent. La gravité de la situation appelle à ce que nous retroussions tous nos manches et que nous établissions les fondations du changement. Alors que l'État se désengage de nos campagnes et que les maires sont poussés à transférer leurs compétences à des instances supracommunales, nous considérons, au contraire, que leur rôle est déterminant. À court et moyen terme, la seule échelle géographique, administrative et humaine efficace pour devancer les problématiques en cours est celle des communes rurales. Nous sommes conscients de la nécessité d'apporter des solutions, simples à mettre en œuvre, pouvant permettre de passer le cap d'une éventuelle période difficile, ayant pour effet d'isoler les communes rurales pour un temps indéterminé. C'est face à de tels risques que le rôle des élus locaux est le plus important. Car c'est vers vous, mesdames et messieurs les élus, que se tourneront vos populations quand les catastrophes adviendront. Et la question est extrêmement complexe, car nous parlons de processus qui touchent à un système, c'est-à-dire un ensemble d'éléments interagissant entre eux. Nous avons l'habitude de regarder les choses en silo, de prendre les problèmes un par un et d'y répondre de manière séparée. Là, nous sommes face à des enjeux qui vont mettre à mal l'ensemble du système. Et les effets dominos seront en nombre de plus en plus grand et de plus en plus fréquents. C'est ce que l'on appelle la systémie, et c'est de manière systémique qu'il nous faut répondre aux problématiques en cours et à venir. Or, cette réflexion demande une quantité importante de connaissances pour pouvoir appréhender la réalité des risques à sa juste mesure. C'est pour cela que vous avez le devoir de vous informer. Les risques que nous vous invitons à prendre en considération proviennent de groupes de chercheurs hautement compétents et de leur expertise. La prise en compte de ces risques, de la plupart des élus nationaux, est loin d'être à la juste mesure de la gravité de la situation. Mais grâce aux travaux scientifiques de plus en plus nombreux, la prise de conscience remonte doucement. Donc 2 degrés, on n'y arrivera pas. Vous avez bien compris qu'on sera plutôt à 3 ou 4 degrés, même avec de gros efforts aujourd'hui. Ça veut dire le niveau des mers monte, la chaleur énorme, les phénomènes climatiques extrêmes, la nourriture très difficile, les mouvements migratoires, l'insécurité. Donc urgence, urgence, urgence. Aussi, au même titre que vos administrés, nous vous invitons le plus rapidement possible à vous munir de connaissances scientifiques sur le sujet. Une fois que vous aurez acquis ces connaissances, vous pourrez informer à votre tour. La population doit être au fait de ces enjeux futurs. La créativité des acteurs civils peut être un véritable appui.
Tout ne peut pas reposer sur vos épaules et vous aurez besoin d'un maximum de personnes lucides pour répondre aux besoins d'adaptation de nos sociétés. La presse locale peut également servir pour communiquer sur vos actions, car il est important d'essaimer les initiatives civiles comme celles émanant des pouvoirs locaux. Les histoires mobilisent et entraînent les gens vers de nouveaux imaginaires. Et cela est essentiel à la construction d'un autre demain. Une fois les enjeux diagnostiqués, une liste des potentiels risques majeurs pour vos populations peut être dressée. Elle pourrait proposer de réfléchir sur les questions de gouvernance alimentaire, d'approvisionnement en énergie, de procédures à suivre en cas d'événements graves, et pourrait également se questionner sur la sécurité physique des populations, la capacité d'accueil d'un territoire donné, mais également sur la préservation et la régénération des ressources naturelles. Pourquoi réfléchir en premier sur la gouvernance alimentaire ? Aujourd'hui, du fait de la politique agricole, chaque région française s'est spécialisée dans un type de production alimentaire. Cela a débouché sur des monocultures, nécessitant impérativement de faire appel à des modes de transport pour desservir et nourrir la population. Et nous avons, par la même occasion, considérablement réduit la souveraineté alimentaire de nos territoires. Les villes et les villages, par le biais de la grande distribution, ne disposent que de 3 à 5 jours de stock alimentaire. En cas de rupture d'approvisionnement dans un des maillons de la chaîne alimentaire, les villes et les villages peuvent se retrouver totalement isolés pour une durée indéterminée. C'est pour toutes ces raisons que vous pouvez inscrire ces éléments d'autonomie et de résilience sur le plan communal de sauvegarde, dit PCS. Au premier volet de ce document figure un dossier nommé Dossier d'information communale sur les risques majeurs, appelé DICRIM. Le DICRIM est élaboré par les élus municipaux et regroupe l'ensemble des documents de compétences communales contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Le DICRIM doit être rempli par les maires. C'est une obligation légale. Les administrés doivent être informés de quelles mesures sont prises en cas de crise majeure, ceci pour assurer la sécurité publique. En tant qu'élu, vous devez ouvrir le débat à vos administrés, car il existe de nombreuses personnes compétentes sur les divers sujets qu'il vous faut traiter et qui pourront grandement vous aider à établir un plan d'action. Sur votre territoire, de nombreuses associations et collectifs existent déjà, et les communes foisonnent généralement d'acteurs, tant dans le domaine agricole que culturel, qui vous seront indispensables pour penser aux moyens d'adaptation. Il faut leur faciliter la possibilité d'action, les aider à communiquer, et plus encore, les solliciter à réfléchir avec vous. Les élus voisins peuvent également vous aider à créer un réseau extraterritorial complémentaire, car la résilience doit également se construire à l'échelle départementale et régionale. Et l'inspiration peut également venir de plus loin. Des maires français ont entamé le processus du changement et ont déjà travaillé sur ces questions. Allez à leur rencontre, demandez leurs conseils, inspirez-vous de leurs réussites et apprenez de leurs échecs. La régie municipale agricole, c'est simplement un service public dans le budget général de la commune. C'est un service supplémentaire qu'on rend au public. On a embauché un agriculteur et il est venu cultiver les légumes pour la cantine. Maintenant, ils sont 3 à travailler sur le domaine. Ils produisent 25 tonnes de légumes par an et ils fournissent 85% des légumes de la cantine. 1300 repas, il y a 1000 enfants dans les écoles. On a une centaine de repas pour le personnel municipal et on a 200 repas dans les crèches. Et donc là, on a des légumes bio, extra frais. Les salades, elles sont ramassées le matin, mangées à midi. On a créé 3 emplois. On maîtrise toute la chaîne de production et on est sûr que les enfants mangent des produits de très grande qualité. Je conseillerais à tous les élus dans des régions où il n'y a pas assez de production de faire une régie municipale agricole. C'est simple, c'est pas plus coûteux et il y a plein d'effets bonus.
maintenant, à vous de jouer. Je pense qu'il y a des enjeux climatiques en ce moment qui sont importants. Si à l'heure actuelle je défends les coquelicots et si je suis là pour les coquelicots, c'est aussi pour l'avenir de mes enfants. Puis au fur et à mesure en fait, que j'ai commencé à vraiment m'écouter, je me suis rendu compte que je développais une passion pour le monde végétal. Et le système vraiment que je veux faire de pâturage tournant, agnelage dehors, pâturage l'hiver, etc. Il y en a très peu qui le font, on doit se compter sur les doigts de la main. Ce dont je me méfie beaucoup, et d'une façon générale dans tous les domaines, c'est les dogmes. Et là-dessus, je refuse un peu le dogmatisme. Alors ça fait 5 ans que je suis installée, donc là j'entre dans ma 6e année. Et je produis depuis 5 ans des plantes aromatiques et médicinales et des petits fruits rouges en agriculture biologique. Et on est sur la commune de Champy, en Ardèche. Donc moi je m'appelle Clément Damien. Je suis installé depuis le 1er janvier 2019 en brebis allaitante avec signe de qualité label rouge et un système en pâturage tournant toute l'année, plus agnelage au printemps dehors. Donc voilà, il y a à peu près 1 hectare et moi j'entame du maraîchage sur sol vivant. Donc c'est une technique sans labourage, sans travail du sol, où je prends grand soin à garder tous les organismes du sol, de la bactérie aux vers de terre, en passant par les champignons, en vie et en bonne santé, parce que c'est eux qui travaillent le sol pour le coup et qui gardent en bonne santé toutes les plantes. Donc dans mon système de pâturage tournant, l'avantage c'est qu'on diminue du coup les mécanisations et l'ensilage, mais on n'arrête pas la complémentation des céréales, on les diminue aussi mais on ne les arrête pas. Donc tous les jours on change de parc, donc on fait des parcs beaucoup plus petits, elles mangent tout ce qu'il y a à manger et on déplace. C'est qu'on se recale sur la pousse de l'herbe et le cycle naturel des animaux. Donc c'est juste reprendre la nature et l'adapter pour quand même gagner sa vie et faire la production qu'on veut. Et elles font des agneaux beaucoup plus qu'avant et sans problème sanitaire. Donc je vais beaucoup jouer en fait sur les plantes qui s'adaptent, des variétés du coup qui sont adaptées à ce sol-là, des associations de plantes. Et je vais beaucoup utiliser les extraits fermentés de plantes ou les infusions, comme les litières forestières fermentées, à partir du coup de mycélium du bois que je lactofermente. Et du coup, ça me permet de stimuler en fait la mycorhisation des plantes, faire en sorte qu'elles aient de moins en moins de maladies fongiques, qu'elles soient plus résistantes, plus belles, qu'elles assimilent mieux la nourriture du sol. Vu que c'est le ver de terre qui dégrade les matières organiques, pour beaucoup, en gros, on perd de la matière organique dans le sol à chaque fois qu'on le travaille. Donc plus on le travaille, moins on a de matière organique. Et la matière organique, c'est le pilier de la fertilité des sols. Ce qui fait qu'on a des baisses de rendement qu'on n'arrive pas à contrer avec les engrais chimiques, les intrants chimiques. On est vraiment dans un moment qui est critique parce que les agriculteurs se rendent bien compte qu'il y a des pertes de fertilité, que même avec les ingrédients chimiques, ça ne suffit plus pour avoir des rendements. Donc avec ça, plus le climat qui commence à partir en cacahuète, là je pense que voilà, ça va commencer à être compliqué. Moi je pense que l'agriculture a vraiment un gros potentiel et une capacité de rectifier le climat en stockant le carbone dans le sol, donc justement en amenant de la matière organique dans les sols et puis en arrêtant de tout brûler comme ça. Et en même temps que d'arrêter de travailler un peu les sols, ça permet de réduire grandement les énergies fossiles. Donc on diminue les énergies fossiles, donc on diminue les intrants chimiques, on diminue le travail aussi, et on augmente les rendements. Et il y a beaucoup d'agriculteurs qui l'observent ça depuis plusieurs années. Je
pense qu'il y a même les industriels vont commencer à s'intéresser à ça parce qu'en fait c'est un modèle vers lequel il va falloir tendre de gré ou de force. Tous les points de vue peuvent être complémentaires, tous les points de vue sont différents et même les agriculteurs entre eux, que ce soit conventionnel ou bio, n'ont pas le même point de vue que leurs voisins. Donc je ne pense pas qu'il faut qu'on se tape dessus tous, mais il faut qu'on réfléchisse ensemble à ce que l'agriculture et les consommations des produits agricoles soient plus raisonnées et plus durables que passer des certaines périodes qu'on a connues. Il faut de l'implication, ça ne se fait pas tout seul. Et si on veut avoir un système qui fonctionne, c'est pas un coup de baguette magique comme ça que ça va arriver, quoi. C'est du travail. C'est du travail, mais quand on est dans une démarche comme ça, on voit que les choses s'améliorent de plus en plus, c'est durable. Et on sent aussi un bien-être. On prend plaisir à travailler là où on est, on se sent bien. Et je pense que ça nous soigne en fait aussi. C'est pas que dans une démarche productiviste, c'est même pas ça en fait. C'est vraiment des plantes que je cultive et qui me cultivent aussi. C'est un contexte de travail qui élève, enfin, qui a du sens. Avoir du beau temps et pas le pic de pollution qui va avec. Pouvoir mordre dans une pomme sans réfléchir. Courir sans penser à ce que l'on respire. Revoir des abeilles. Se baigner dans une rivière. Se dire qu'un paysage était là avant nous et sera encore là après nous. Voir réapparaître ce qui était en voie de disparition. Savoir que nos enfants parleront de forêts ou d'animaux sauvages, autrement qu'au passé. Citoyens lanceurs d'alerte, nous nous tournons donc vers vous, ainsi que vers la société civile qui peut vous soutenir, pour vous inciter à prendre dès aujourd'hui les mesures à même de protéger vos administrés et votre administration communale. Si nous nous permettons cet appel, c'est aussi parce que les dangers qui nous menacent sont de puissants leviers de créativité, à même de donner aux maires un rôle premier, tout à la fois préventif, pionnier et inspirant pour les autres. Nous ne pourrons pas sauver la planète, mais nous sommes certains que vous, les maires des communes et vos conseillers municipaux, pouvez en limiter les conséquences. Et enfin, nous vous demandons de laisser la place aux initiatives locales et les aider à œuvrer au changement et à ce que la société de demain soit une véritable démocratie participative où les décisions devront être prises ensemble. Car notre monde va changer et ce n'est qu'en changeant profondément ce que nous sommes que nous pourrons nous adapter et permettre que nos enfants s'adaptent. Merci pour votre attention.